tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne qui va être un bilan lecture de tous les livres que j'ai lus, on va dire fin août, début septembre. J'ai pas mal de livres à vous parler parce que je suis un petit peu en retard dans mes bilans lecture, mais bon, installez-vous confortablement, prenez une petite boisson chaude, prenez quelque chose à manger, mettez-vous bien, on va en avoir pour un petit moment puisque j'ai quand même pas moins de 6 livres à vous présenter. Dans mon dernier bilan lecture, je vous quittais en vous disant que j'étais en train de lire Les Brumes de Riverton de Kate Morton, donc ça y est, maintenant je l'ai terminé et je peux vous dire qu'on est sur un petit coup de cœur que je n'attendais pas, puisque en fait on est sur des romans un petit peu historiques, secrets de famille, ce genre de choses. En tout cas c'est la spécialité de Kate Morton. Et moi c'est un genre que, c'est pas que je n'aime pas, mais en tout cas je m'y suis jamais vraiment trop intéressée. Et alors j'ai trouvé ce livre, une vieille édition France Loisirs, sans jaquette d'ailleurs, dans une boîte à lire. Et je m'étais dit, je vais le prendre pour ma mère parce que c'est peut-être le genre de livre qui peut lui plaire. Et en fait, au final, je l'ai lu moi-même en premier avant de lui passer. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Pour l'histoire, on va suivre Grace, qui est notre narratrice, notre personnage principal. On la découvre au début du roman, dans une époque qui est la nôtre, mais qui se passe en 98, mais qui est l'époque moderne, on va dire, puisqu'il y a une alternance passé-présent. Donc on est dans le présent, en 98, elle est à l'EHPAD, dans une maison de retraite. Elle est assez âgée puisqu'elle a 98 ans, un truc comme ça. Elle vit sa petite vie de retraitée dans cette maison de retraite. Et elle va être contactée, recevoir une lettre d'une réalisatrice de film qui va la contacter pour l'interviewer, enfin en tout cas pour l'interroger, puisque cette réalisatrice veut tourner un film sur Riverton, qui était un manoir dans lequel Grace a été domestique quand elle était jeune. Et il s'est passé un drame entre un poète très connu et deux sœurs, enfin les deux héritières de cette famille de l'aristocratie anglaise. Et donc cette réalisatrice de film veut revenir sur cet événement et interroger Grace, qui est la seule personne encore en vie pour témoigner de la véracité des faits, des décors, de l'ambiance, etc. Grace, elle n'a pas très envie au départ de répondre à cette réalisatrice parce qu'elle ne veut pas déterrer les secrets du passé. Voilà. Mais finalement elle va se laisser tenter et donc va y avoir toute une réminiscence de ce qui s'est passé au début du siècle dans ce château manoir anglais de la campagne anglaise, donc Riverton. Et donc en parallèle de ça, on va suivre Grace à l'époque, quand elle était jeune. Elle est rentrée au service de cette famille d'aristocrates alors qu'elle n'avait que 14 ans. Elle est devenue domestique dans ce château. Donc là on voit vraiment le parallèle avec Downton Abbey. Moi j'ai beaucoup pensé à Downton Abbey durant toute ma lecture. J'arrivais pas à faire le parallèle. Je collais parfois les visages de certains personnages de la série sur les personnages du livre. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé, moi c'est une série que j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs vu le 3e film au cinéma il n'y a pas longtemps que j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc cette ambiance un peu à la Downton Abbey, campagne anglaise, début du siècle, etc. Et on va être sur des secrets de famille, les choses qui se passent aussi en coulisses entre d'un côté la famille d'aristocrates et puis tous les domestiques en fait. Donc il y a vraiment cette espèce de deux mondes qui se côtoient sans vraiment trop se connaître finalement. Et puis voilà, on va apprendre pas mal de choses, il y a pas mal d'arcs narratifs. C'est un roman fleuve qui se lit mais presque en apnée, j'ai envie de dire. J'avais vraiment envie de savoir la suite. J'ai refermé ce livre en ayant la sensation d'avoir vécu toute une vie aux côtés de Grace. Je me suis sentie, je sais pas, vous savez ce sentiment quand on referme un livre et qu'on y repense, qu'on le tient comme ça contre soi et qu'on le médite un petit peu, on le digère. Il y a ce côté un petit peu jet lag temporel, je sais pas, en tout cas j'ai vraiment eu l'impression d'avoir traversé le siècle, enfin le 20e siècle aux côtés de Grace, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. La plume de Kate Morton est très belle, enfin addictive, ça se lit bien, c'est fluide. Pour autant c'est quand même
Ça nous transporte, voilà, ça nous prend par la main, ça nous amène dans son récit. J'ai bien aimé aussi le contexte historique, puisque évidemment qui dit début de siècle, puisque dans le passé ça se passe entre les années 1914 et 1925 à peu près, donc on est vraiment, ça va englober la Première Guerre mondiale, donc vraiment il y a la thématique historique de la Première Guerre mondiale qui est abordée, mais de manière un peu distante, dans le sens où on est avec des personnages féminins, beaucoup de personnages féminins, notamment Grace, qui est une jeune fille de 14 ans en 1914, et qui va du coup vivre la guerre de manière un peu plus éloignée, puisqu'elle va rester dans la campagne anglaise, donc elle va pas être confrontée au combat, mais elle va voir partir ses collègues masculins, le jeune maître, puisqu'on va être aussi avec cette famille d'aristocrates, avec notamment une fratrie de 3 enfants, le fils aîné qui va partir à la guerre, et puis les 2 sœurs, les 2 fameuses sœurs, et Grace va se lier d'une forte amitié avec Anna, qui est donc la sœur cadette, puisqu'elles ont à peu près le même âge, et donc elles vont vraiment vivre côte à côte toutes les 2, et avoir une relation assez particulière. On a vraiment cette ambiance de Première Guerre mondiale avec la famine, avec les pénuries, les restrictions de nourriture, etc. Mais elle reste quand même dans un domaine privilégié qui est donc le fait d'être domestique dans un château, manoir avec une famille d'aristocrates. Donc elle côtoie quelque part les privations du peuple, mais sans vraiment les vivre. Donc voilà, c'était vraiment super intéressant, j'ai beaucoup aimé, ça nous fait vivre plein d'émotions, de la joie, de la tristesse, parfois il y a un peu d'humour, enfin voilà, les personnages sont très attachants et très réalistes, une belle psychologie des personnages. Vraiment allez-y si vous hésitez à lire du Kate Morton, en tout cas moi celui-ci je vous le recommande chaleureusement parce que vraiment c'était un très beau livre. Je poursuis avec une autre lecture de ma pile à lire de l'été, c'était donc un Zola avec Le ventre de Paris. Ça c'est une vieille édition que j'avais trouvée chez Emmaüs. C'est les éditeurs Fasquelle Édition dans la collection, j'imagine, Le Cercle du Bibliophile, avec un petit portrait de Zola ici. Et il y a quelques illustrations de temps en temps un peu griffonnées. Voilà, comme ça. Donc ce livre, je l'ai dévoré en 4 ou 5 jours, vraiment je l'ai bouffé, c'est le cas de le dire. En plus c'est marrant puisqu'on parle du ventre de Paris, qui est donc les Halles de Paris. Zola, donc là on est sur le 3e tome de la saga des Rougon-Macquart. On va suivre Florent, qui est un jeune homme qui est complètement affamé, qui revient du bagne. En fait il a passé ses 8 dernières années au bagne, il s'en est échappé et il revient à Paris pour retrouver son demi-frère. C'est une marchande de fruits et légumes, une maraîchère qui s'en va à Paris pour vendre ses fruits et légumes, qui va le trouver au milieu de la route et qui va prendre pitié pour lui et du coup le recueillir pour l'amener jusqu'aux Halles de Paris. Et Florent va, évidemment il est affamé, il est tout maigre, il va se retrouver au milieu de tout cette gargantuesque, ses victuailles, ses fruits, ses légumes, ses couleurs, ses odeurs, alors que lui il est tout maigre et affamé, donc c'est assez déchirant. Et il va retrouver donc son frère, son demi-frère, qui finalement est l'opposé de Florent, puisque lui il est très charnu, on va dire, il est charcutier, il tient une charcuterie avec sa femme Lisa, la belle Lisa. Et donc Florent va débarquer dans cette famille. Quelque part, ce qui devait être temporaire va rester. Donc voilà, il va essayer de reconstruire sa vie, de se faire embaucher comme gardien aux Halles de Paris. C'est cet endroit où il y a tout, la vente de nourriture, hein, que ce soit les étalages de poissons, les étalages de fruits, de légumes, ça peut être aussi des fleurs, ça peut être pas mal de choses, tout ce qui est volaille, les œufs, le fromage. On a toute une métaphore filée autour de la nourriture, autour des couleurs, autour des odeurs parfois séduisantes qui donnent l'eau à la bouche et parfois écœurantes. Je pense que pour les végétariens, certains passages peuvent vous mettre en PLS, notamment en ce qui concerne la charcuterie,
toutes les viandes, toutes les volailles, les fromages, les odeurs de poisson aussi, enfin ça prend aux tripes. En tout cas, Zola a vraiment une plume exceptionnelle pour décrire les détails de manière hyper ciselée. On a vraiment l'impression d'y être, de sentir les odeurs, de voir les couleurs, de voir toute cette abondance. Finalement, c'est aussi une comparaison de la corne d'abondance de ces halles de Paris, de ce ventre de Paris. Et on a aussi une comparaison avec les gros, les maigres, etc. Florent, lui, va retomber dans ses travers puisqu'il va finalement trouver un comité de gens qui sont contre le gouvernement. Il y a une dimension un peu politique autour du fait d'être contre l'empereur, donc on est sous Napoléon III. Et puis on est vraiment sur le Zola typique des commérages, des rumeurs, des rivalités entre commerçantes. Moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai lu assez rapidement en quelques jours. Par contre c'est pas mon Zola, mon Rougon-Macquart préféré. Je reste une indubitable inconditionnelle Au bonheur des dames. Mais en tout cas voilà, j'ai bien aimé celui-ci et je lirai évidemment la suite des Rougon-Macquart avec grand plaisir, mais je suis contente d'avoir lu mon Zola de l'année, donc voilà, au moins ça c'est fait. J'ai ensuite lu le tome 10 de l'Assassin Royal qui s'appelle Serment et deuil de Robin Hobb, donc c'est aux éditions J'ai lu, dans le petit découpage, donc je vais pas trop m'étaler sur le résumé, etc. C'est un tome 10, on retrouve Fitz, on est toujours au château de Castelserre. Et finalement, moi qui pensais qu'on allait partir à l'aventure pour détruire un dragon des glaces, finalement ça sera pour le prochain tome. Là on finissait, j'ai envie de dire, un cycle, puisqu'on est toujours au sein du château, va y avoir des complots, des intrigues politiques, et puis Fitz qui va malgré lui devenir professeur et devoir former un clan d'art pour pouvoir aider le prince de War dans sa future quête de tuer le dragon des glaces. Voilà, on va aborder des thématiques très universelles, toujours avec Robin Hobb, la mort, le deuil, la filiation, le temps qui passe, l'héritage. Voilà, c'est quand même... Moi je trouve qu'il y a toujours une dimension un peu philosophique, psychologique, universelle en fait dans les romans de Robin Hobb. C'est de la fantaisie, mais finalement la part de magie n'est absolument pas spectaculaire. Elle est en arrière-fond quelque part, mais en tout cas moi c'est une saga que j'aime beaucoup, que je continue avec grand plaisir et je m'y replonge toujours avec entrain. Et voilà, j'ai bien aimé ce tome-ci et j'ai très hâte de partir à l'aventure dans le prochain, mais ça sera pour cet hiver. J'ai lu un petit service presse de la part de chez Tournada, c'est La vallée des égarés de Céline Servat. Ici on est au plein cœur du Comminges, donc on est en Occitanie. Ça j'ai beaucoup aimé le fait d'être pas loin de chez moi, en tout cas c'est des paysages que je connais. Donc on est dans ce petit coin tranquille, un petit village des Pyrénées, au pied des Pyrénées. Et on va suivre Marco qui est un comptable bien sous tout rapport, en tout cas il a une vie assez paisible, un peu plan-plan, métro boulot dodo, enfin il n'y a pas de métro mais boulot dodo en tout cas, mais il a un don, c'est celui de soigner les gens par ses mains. En fait il a un don un peu thaumaturge pour soigner le feu, donc tout ce qui est brûlure, et il fait ça de manière bénévole. Voilà, s'il y a des gens qui sont brûlés, etc., il les aide. Une relation à lui va le mettre en contact avec une personne, un jeune homme qui a été brûlé lors de électrocuté je crois, dans son travail, puisqu'il travaille dans le BTP. Marco va venir l'aider pour soigner ses blessures, sauf qu'il faut le faire plusieurs fois, plusieurs jours d'affilée, ça se fait pas en une seule fois. Donc il va le faire la première fois et il va vouloir revenir le lendemain, sauf que le lendemain il va découvrir que ce jeune homme a été assassiné de manière atroce, puisqu'on lui a vidé les entrailles, on lui a découpé le ventre, etc. Et je crois qu'on lui a même coupé le pénis, donc pour vous dire que c'était un crime assez sordide. Et il se trouve que Marco va prendre peur puisqu'il entend du bruit à l'étage, donc il va s'enfuir, mais il ne va pas avoir la bonne présence d'esprit d'appeler la police. Cependant, la police va découvrir quand même le cadavre, va ouvrir une enquête. Finalement, Marco va être pas interpellé, mais en tout cas interrogé dans le cadre de cette enquête. Et très vite les policiers vont se rendre compte qu'il va y avoir une deuxième victime, pareil, un jeune homme qui travaille dans le BTP, qui va être tué de manière atroce avec le même mode opératoire.
Donc que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a un tueur en série dans cette vallée? Alors moi j'ai bien aimé la thématique abordée dans ce récit qui pour le coup est très original et que je n'avais pas vu avant, à savoir la thématique du placement d'enfants, d'assistante sociale, ce genre de choses. C'était assez original. Pour le côté un peu ésotérique avec ce don de soigner le feu par les mains, c'est vrai que moi mon côté cartésien, bon j'y croyais pas trop, mais d'un autre côté ça apporte quelque chose à l'intrigue, il y a un petit côté plus, voilà, c'est pas non plus le cœur même de l'intrigue, mais en tout cas ça initie le roman, donc c'était assez bien amené on va dire. La plume de Céline Servat se lit très très bien, c'est fluide, c'est bien construit, les personnages, il n'y a pas d'incohérence, donc ça se lit très très bien. Maintenant, je vais pas dire que c'est un coup de cœur, c'est un livre, j'ai passé un bon moment de lecture, mais voilà, c'était plaisant, sans plus, sympathique, voilà, un petit thriller sympathique, avec des thématiques assez originales que j'ai pas l'habitude de voir. Il y a une ou deux scènes qui m'ont fait un petit peu lever les yeux, notamment une scène entre deux gendarmes que je trouvais un petit peu tirée par les cheveux, en tout cas qui ne servait pas grand chose au récit. Toutefois, on apprend dans les remerciements que il s'agit d'un premier tome d'une saga, enfin d'une série avec des personnages récurrents, donc voilà, à voir si je lirai la suite. En tout cas voilà, c'était sympathique, un thriller sympa à lire avec une thématique originale. Et là on va passer aux catastrophes, vraiment deux livres que je n'ai pas aimé, mais vraiment que je n'ai pas aimé, et c'est rare vraiment que je dise que j'ai pas aimé un livre et que limite je n'ai rien trouvé de bon dedans. D'habitude j'arrive toujours à trouver un ou deux points positifs, mais là vraiment ça a été catastrophique. Donc je vais peut-être vous faire économiser du temps et de l'argent avec, donc j'ai lu La femme de ménage se marie de Freda McFadden aux éditions City Poche. C'est le tome 2.5 de la saga de la femme de ménage dont je vous ai beaucoup parlé. Moi j'avais lu les deux premiers tomes que j'avais bien aimés. J'ai pas encore lu le tome 3, sachez que le tome 3 sort en poche au mois d'octobre, le 9 il me semble, chez Pocket. Entre temps, les éditions City ont sorti cette petite nouvelle qui se situe entre le tome 2 et le tome 3, donc c'est le tome 2.5. Vraiment tout court, hein, ça fait une centaine de pages et on va suivre Millie qui va se marier, hein, comme le titre l'indique. Je vous dis pas avec qui si vous n'avez pas lu les deux premiers tomes parce que ça spoil quand même. Mais en tout cas voilà, on va suivre Millie qui va le jour de son mariage, donc on est vraiment sur une unité de temps puisque tout se passe sur cette journée fatidique de son mariage qui ne va pas se passer comme prévu. Elle va recevoir dès le matin un coup de fil anonyme de quelqu'un qui va la menacer. Et qui va l'appeler plusieurs fois dans la journée pour lui faire peur. Elle commence à psychoter, à se dire qu'elle va jamais réussir à se marier. Bon, globalement, ce qui fonctionne assez bien avec Freda McFadden, c'est sa plume qui est efficace, qui se lit vite, qui se lit bien, même si ça vole pas toujours très très haut. Là où je trouve que quand elle fait des petits twists, des petits rebondissements, un petit peu de suspense dans ses livres, là j'ai trouvé que sur le format nouvelle, même si elle a essayé 2-3 fois de le faire à certains chapitres, je trouvais que c'était un petit peu raté, ça retombait un peu comme un soufflet, ça marchait pas très bien au format nouvelle. Globalement, ça n'apporte pas grand chose à la saga principale, c'est plus du fan service selon moi, mais plutôt mal fait et un peu raté. J'ai refermé ce livre en me disant, voilà, ouais bof, tout ça pour ça, vraiment pas indispensable, voilà, c'est absolument pas une lecture indispensable si vous avez aimé La femme de ménage ou si vous comptez lire cette saga. Franchement, vous pouvez économiser 4,90 € et 100 pages parce que vraiment, bof. Et enfin, je termine avec une lecture que vraiment je n'ai pas aimée. Ah, vraiment, ça a été laborieux. C'est Du feu de Dieu de Jean-Pierre Rumeau aux éditions Tornada. Je vous en parle en toute transparence, je vous donne mon avis, même s'il s'agit d'un service presse. Je vous dis si j'ai pas aimé, pourquoi j'ai pas aimé. Le but c'est toujours de donner des avis qui soient sincères, honnêtes, mais qui soient aussi constructifs. Voilà, je dis pas juste c'est nul, je dis juste je n'ai pas aimé et je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà pour l'histoire, on va suivre Patrick qui est un prêtre, donc ça se passe à Paris. Il est prêtre depuis quelques temps et il a son mentor, notamment le père, comment il s'appelle? J'ai déjà oublié le nom pour vous dire. Rémi, voilà, le père Rémi qui est son mentor.
Il se trouve que va y avoir une attaque terroriste dans une église et le père Rémi va se faire assassiner par des individus et Patrick va se réchapper en fait de cet attentat, mais à partir du moment où son mentor est mort, il va peu à peu perdre la foi et vouloir se venger, donc sombrer dans une espèce de folie, de vengeance. Donc la thématique pouvait être assez sympa, mais je trouve que dans l'exécution c'était pas super. En tout cas voilà, j'ai beaucoup eu du mal déjà à rentrer dans le récit parce que toute la première partie, donc avant l'attaque dans l'église, j'avais vraiment l'impression d'être sur le catalogue de la journée du père Patrick. Le père Patrick a fait sa messe, il s'est réveillé, il a fait ses prières, puis après il est allé à l'EHPAD pour donner l'extrême onction à des mourants, puis après il est allé à l'hôpital pour voir le service de néonatologie avec des parents qui sont dévastés par la mort de leur nourrisson prématuré ou une femme qui a un bébé mort-né dans son ventre. Enfin voilà, des trucs glauques, tu te dis mais pourquoi, ça sert à quoi de savoir ça, je ne sais pas. Et puis après il est allé à l'église avec le père Patrick, avec son mentor le père Rémi, puis après ils sont allés au réfectoire dîner, et puis ceci et puis cela. Enfin bon, vraiment un catalogue, un agenda des jours, des journées de Patrick. Et vraiment c'était inintéressant au possible. Ensuite, il y a cette fameuse scène d'action dans l'église où il va y avoir cet attentat. Évidemment, le père Patrick va être blessé durant cette confrontation. Il va être blessé à la jambe, il va être blessé à la main. Il y a un carreau d'arbalète qui va lui traverser la main. Donc lui, évidemment, il va être très traumatisé par cette attaque et puis par la mort de son mentor. Alors on va le voir en convalescence, qui claudie, qui a besoin d'une canne pour marcher, etc. À un moment donné, on a des scènes, des fois que je trouvais juste glauques et malsaines pour faire du glauque et du malsain, mais qui n'apportaient rien au récit. Par exemple, je sais plus ce que c'est, mais à un moment donné, le père Patrick est blessé. Il a du mal, bon, il va à la selle faire sa grosse commission, quoi, et on apprend qu'il a du mal à se torcher parce qu'il a mal à la main, voilà. Je me dis, mais à quoi ça sert de savoir ça? Puis il va commencer un petit peu aussi à se rapprocher de certaines femmes, à avoir des pulsions, à regarder les nénés, enfin voilà, à mater des seins, des fesses, enfin de manière un peu vulgaire. Il y avait beaucoup quand même de vulgarité, mais ça n'apportait rien au récit en fait. Et je trouvais que c'était juste sale pour faire sale en fait. Et ça, j'ai pas du tout apprécié. Et j'ai trouvé globalement que le fil conducteur était inexistant. On aurait pu être davantage dans la psychologie du personnage, cet homme qui est dévasté par cet attentat, par ce deuil, qui va vouloir la vengeance, qui va perdre petit à petit la foi dans son Dieu. Ça aurait pu être intéressant si on était un peu plus plongé dans la tête de Patrick. Mais là, on reste spectateur de ça. On le voit en train de faire des actions qui n'ont ni queue ni tête, à commencer à se bagarrer, à partir de l'église, à vouloir vivre sur un bateau. Puis après, il va retourner sur sa terre natale en Occitanie pour voir son frère. Mais tu sais pas pourquoi, puis finalement il revient et puis il va avoir des relations sexuelles avec une femme handicapée, puis enfin vraiment des trucs, mais tu te dis en fait c'est un gloubi-boulga d'éléments complètement disparates qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont pas de sens, et en fait j'avais l'impression vraiment que l'auteur essayait de mettre dans son récit plein de choses ou d'anecdotes ou de trucs qu'il a entendus, qu'il a vus dans sa vie de tous les jours, et d'essayer d'en faire, de l'insérer dans son roman, sauf que ça n'apporte rien au récit, et c'était vraiment, mais complètement what the fuck, vraiment des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Puis à la fin, on apprend que Patrick va faire du cheval, quoi. Enfin vraiment des trucs, mais what the fuck, ça n'a pas de sens. Après, ça se lit bien, hein. Je veux dire, il n'y a pas d'incohérence, les phrases sont correctes, voilà, mais globalement, vraiment un récit sans queue ni tête, avec un fil conducteur inexistant, assez peu de psychologie dans les personnages alors que la thématique s'y prêtait, du glauque pour du glauque, enfin vraiment, voilà, et puis, non, vraiment, c'était cata, quoi. J'ai vraiment pas aimé. Je pense que c'est peut-être une des pires lectures de mon année, mais pourtant il faut y aller, hein.
Voilà, donc je suis désolée hein, de ne pas avoir aimé, mais bon, je vous donne mon avis sincère et honnête. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et peut-être que vous avez des avis différents de moi, et tant mieux, mais je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, mais vraiment, cata, hein. Voilà, c'est tout pour cette vidéo bilan lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo, ça me fera très très plaisir. Il paraît que si vous regardez cette vidéo dans la semaine de sa publication, de sa mise en ligne, et que vous mettez un pouce en l'air, vous pouvez aussi booster jusqu'à 3 boosts de vidéos par semaine, donc n'hésitez pas à le faire, hein. Peut-être que ça pourra aider à faire un petit peu monter la visibilité de ma chaîne, donc ce serait très sympa. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!